Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif du podcast de 7ème dimension. Donc pour ce nouvel épisode de la Vérif, on va du coup se consacrer au film Vampire de John Carpenter. Alors pourquoi ce film-là ? Parce que on est l'été et je voulais un petit peu organiser ma Vérif en fonction de la saison. Alors j'aurais pu jouer la carte de la facilité et vous parler du Point Break de Catherine Bigelow ou du Miami Vice de Michael Mann parce que ces films-là, se déroulent en fait dans des lieux paradisiaques, il y fait chaud et du coup ça fait voyager. Donc j'ai plutôt choisi d'aller déterrer en fait des éditions que j'avais récupérées il y a quelques années en Blu-ray et de les organiser en fonction de la saisonnalité. Et c'est vrai que qui dit été, dit chaleur, dit nuit à rallonge, dit l'aube et dit forcément vampire. Peut-être que c'est pas forcément évident pour vous, mais en tout cas ça l'est pour moi. Donc là aujourd'hui je vais m'attaquer à un gros morceau. Parce que John Carpenter, c'est un gros morceau. C'est-à-dire que là, j'arrive, je retrousse mes manches, et je me dis, tiens, je vais me faire un petit John Carpenter fin de filmographie. Et on ne peut pas parler de ce film-là sans forcément évoquer ce monument du cinéma fantastique qui est John Carpenter. John Carpenter, c'est des chocs visuels, des chocs cinématographiques liés à une adolescence, en fait, passée à louer des VHS, à regarder des films, en fait, sur Canal+, et du coup forcément dans les jeudis de l'angoisse sur M6. En termes de choc visuel, si je devais résumer John Carpenter pour moi, ça serait The Thing. Voilà. Donc The Thing, c'est un putain de choc. Voilà. Tant narratif qu'esthétique que visuel et horrifique, ça fait beaucoup d'adjectifs, mais j'aime bien les adjectifs. Donc du coup, voilà, John Carpenter, il est intimement lié à ma passion pour le cinéma de genre, et s'il ne devait rester qu'un seul réalisateur, ça c'est un petit peu la question qu'on peut vous poser de temps en temps quand vous êtes cinéphile, c'est si tu devais garder qu'un seul film, question horrible, voilà, quand tu commences à avoir plus de 1000 titres, si tu devais garder qu'un seul film, ben non, ça va être compliqué. Et même question, si tu devais garder qu'un seul réalisateur aussi, voilà, quand tu commences à aimer beaucoup de films, tu aimes beaucoup de réalisateurs, mais je vais quand même tenter d'y répondre aujourd'hui. Oui, si je devais en garder qu'un seul, ça serait John Carpenter. Donc John Carpenter, c'est un putain de choc avec The Thing, c'est de nouveau un choc avec New York 97, avec Prince des Ténèbres, avec les aventures de Jack Burton, ça va être aussi Halloween, alors je les cite tous dans le désordre, mais c'est vraiment dans cet ordre d'idées-là, voilà, en termes d'impact. Donc ça va être aussi Invasion Los Angeles et L'Antre de la Folie, et ça va être aussi ce fameux Vampire sorti en 1998. Donc John Carpenter, il fait partie de la Sainte Trinité en fait du cinéma de genre, hein. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à côté d'un Wes Craven, à côté d'un George Romero, c'est vraiment un artisan qui a œuvré tout au long de sa carrière dans le genre. Alors
par volonté, mais aussi par dépit. C'est-à-dire que John Carpenter, c'est un réalisateur en fait qui se veut un héritier d'une certaine tradition cinématographique américaine. C'est-à-dire que c'est un réalisateur biberonné, élevé au western. Et il a toujours voulu faire en fait des films, on va dire, à plus gros budget, à plus grand spectacle, des films en fait de catégorie A. Et on lui a pas forcément donné les moyens de ses ambitions en fait, dans ce genre-là, dans ces genres-là. C'est-à-dire dans ces genres, on va dire, un peu plus glorieux. C'est pour ça aussi que ça en fait, c'est ce qui fait la spécificité en fait de, on va dire de ce qu'il peut apporter au cinéma de genre, c'est-à-dire que on n'est jamais en face d'un pur film fantastique. Il y aura toujours en fait des connotations liées à d'autres genres, comme par exemple le western qui a inondé en fait et qui a nourri en fait toute sa filmographie. On peut dire que chacun de ces films est un western déguisé. Voilà, on peut l'affirmer aujourd'hui. Ça a été analysé de manière, on va dire, plus pointue par d'autres, et je suis entièrement d'accord avec ce cas de figure-là. John Carpenter fait des putains de westerns à chaque fois qu'on lui donne une caméra. Donc ça, c'est un fait établi. Et pourquoi ce film-là, Vampire, il est intéressant à chroniquer, c'est qu'on va dire que c'est le film où c'est affiché le plus clairement, le plus visiblement, tant par l'unité de lieu, tant par les personnages, tant par en fait, on va dire, tout l'attirail qui est mis à disposition des personnages. On est vraiment sur un film de traque, on est vraiment sur du néo-western. Voilà, donc c'est pour ça que ce film-là, Vampire, est intéressant. Alors, Vampire, c'est aussi pour moi en fait le deuxième film que j'avais vu de John Carpenter en salle. Donc on est en 1998, voilà, j'avais 18 piges à l'époque. Et c'était le film qui arrivait juste après Los Angeles 2013. Donc là, je vais remettre un petit peu ce film-là dans le contexte de la filmographie de John Carpenter. Donc John Carpenter, c'est un réalisateur qui a eu, on va dire, 3 ou 4 périodes différentes dans sa filmographie. On a eu une première période où il avait tout approuvé avec les Halloween, les New York 97, les Fog, et à un moment donné, il a accédé à des budgets plus conséquents, et ça a été avec The Thing. Ça a été son premier four. Donc, à partir de The Thing, le réalisateur commence à avoir quelques désillusions sur le milieu cinématographique des studios. Voilà, il commence à avoir ses premières désillusions, ses premiers échecs, et il va essayer de faire bonne figure avec les films suivants, c'est-à-dire Christine, qui était une adaptation d'un livre à succès de Stephen King, et ensuite Starman, qui était sa réponse en fait au E.T. de Steven Spielberg. Mais on sent bien, même si le film Starman est touchant, que c'est quand même pas sa tasse de thé. Ce qui va intéresser en fait John Carpenter, c'est le portrait de laissé pour compte, c'est les zones d'ombre en fait que peuvent avoir les personnages de ces films. C'est ça qui va l'intéresser en fait en premier lieu. Et du coup, on lui refait confiance, on lui confie à nouveau un autre budget assez conséquent, et ça donnera les aventures de Jack Burton ou Big Trouble in Little China, du coup en version originale, et du coup c'est une nouvelle déconvenue, alors qu'on peut considérer ce film-là comme précurseur en fait de la vague de Wuxupan Movie qui débarquera quelques années plus tard à Hollywood, notamment, voilà, on va parler de Tigre et Dragon 2 Ang Lee, qui est la principale incarnation de ce Wuxupan Movie, c'est-à-dire film d'arts martiaux chinois, du coup aux États-Unis. Donc deuxième déconvenue avec les aventures de Jack Burton. Là, notre ami John Carpenter est complètement lessivé, désabusé, et il nous livrera au travers de sa filmographie quelques pépites, on va dire des diamants noirs, que sont Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles, réalisés avec de faibles budgets qui lui garantissaient à l'époque une totale liberté d'expression. Et du coup, on va dire que sa filmographie sera en dents de scie, c'est-à-dire que c'est quand même des retours sur investissement qui sont importants vu que les mises sont pas très hautes, donc ces films se rentabilisent assez rapidement, et ils commencent en fait, on va dire, à regrimper dans des budgets plus, on va dire, plus cossus. Ça sera le cas pour Les Aventures d'un homme invisible, qui sera
pas forcément un gros bid, mais qui se remboursera à peine. Ça sera le cas pour Le Village des Damnés, ça sera le cas pour L'Antre de la Folie. Et du coup, les studios retoquent à sa porte au milieu des années 90 via cette proposition de suite à un de ses succès de l'époque qui est New York 97 et qui se concrétisera sous la forme d'une suite quasi remake qui est Los Angeles 2013. Los Angeles 2013, pour lui à l'époque, c'était 60 millions de dollars de budget, l'un de ses plus gros budgets. Voilà. Et le résultat à l'arrivée, c'est peut-être l'un des films que j'aime le moins dans sa filmographie parce qu'il est bancal. C'est-à-dire que c'est généreux. Voilà, c'est même trop généreux via, on va dire, une qualité d'effets spéciaux qui est très perfectible et aussi ce sentiment d'assister à une redite. Voilà. Donc c'est une suite remake et c'est vrai que quelque part, on va dire qu'en tant que fan de John Carpenter, je m'attendais plus du coup à une vraie suite. Voilà, qu'une suite remake. Voilà, j'ai l'impression, voilà, je vais essayer de me remettre dans le contexte de l'époque, d'un petit peu me faire arnaquer, de revoir un petit peu le même film avec des enjeux différents. Alors, tout n'est pas à jeter dans ce Los Angeles 2013. Il y a des passages qui sont grandioses, comme ce final en forme de majeur tendu au studio et à la société américaine de l'époque. J'ai envie de dire que le final rattrape un petit peu les errements de certaines situations, certains personnages. Donc voilà, Los Angeles 2013, c'était le premier film que je voyais de John Carpenter au cinéma. Et voilà, c'était mi-figue, mi-raisin. Donc autant vous dire qu'à l'époque, voilà, j'étais en mode avec les collègues, ouais, on va aller voir du John Carpenter, vous allez voir, c'est le réalisateur qui a fait ci, qui a fait mi, etc. Et au final, c'était un petit peu la douche froide. Et très rapidement, il revient sur le devant de la scène. Je me remémore ces photos en mode preview qu'on pouvait trouver dans les Mad Movies de l'époque, où on y voyait James Woods avec une arbalète customisée, les lunettes de soleil, la veste en cuir, et en sous-titre, John Carpenter s'attaque au mythe du vampire. Donc ouais, sur le papier, c'était super excitant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un réalisateur emblématique du genre fantastique, on a forcément envie de se frotter aux figures illustres de ce genre fantastique, qui ont été définies, on va dire, dans les années 30, 40, 50, et notamment via un studio comme la Universal, avec les monstres célèbres que sont la créature de Frankenstein, la momie, le savant fou, la créature du lagon, le loup-garou, et bien entendu le vampire. Donc forcément, on retrouve dans sa filmographie cette envie, quand on aime le genre fantastique, parce que John Carpenter reste un réalisateur frondeur mais naïf, c'est-à-dire qu'il croit vraiment à 100% à ce qu'il filme, au personnage qu'il met en scène, et forcément, voilà, dans sa filmographie, on sent aussi l'envie de se frotter à ces figures emblématiques du fantastique. Alors, ce qu'il faut savoir, on va remettre un petit peu dans le contexte, on est en 98, voilà, quand Vampire sort sur les écrans, 97-98 il me semble. Du coup, le vampire au cinéma est revenu sous différentes formes. Donc, c'est-à-dire qu'on a bouffé du vampire à cette époque-là. On va remonter en 92 déjà, avec le Dracula de Francis Ford Coppola. Adaptation fastueuse, lyrique et somptueuse et romantique du roman de Bram Stoker, roman fondateur sur le mythe du vampire. Petite parenthèse sur cette adaptation de Francis Ford Coppola, ce qu'il faut savoir, c'est que John Carpenter était déjà à l'époque sur les rangs de cette adaptation. Voilà. Parce que comme tout grand réalisateur, parce que John Carpenter est un grand réalisateur, il y a plein de projets inachevés ou de rendez-vous manqués. Donc ce Dracula-là, cette adaptation de Bram Stoker, est un rendez-vous manqué que Coppola, on va dire, Coppola a transformé l'essai à sa manière, parce qu'on parle quand même du réalisateur de la trilogie du Parrain et d'Apocalypse Now, donc voilà, on remet les choses à plat, donc on était en droit d'atteindre quelque chose, on va dire, à la même hauteur, et c'est ce qu'on a obtenu avec son Dracula. Donc déjà en 92, on a le Dracula de Coppola. En 94, on a une autre variation sur le thème du vampire, plus romantique, plus sexuée, et on va dire plus
tendancieux, donc c'est-à-dire une volonté aussi d'explorer la sexualité tout azimut, tout horizon, avec le Entretien avec un vampire de Neil Jordan, adaptation des romans culte d'Anne Rice, voilà, de la saga des vampires, donc premier tome de sa saga des vampires. Donc saga des vampires que je vous conseille vraiment, enfin voilà, moi ça a bercé mon adolescence, donc voilà, c'est des romans emblématiques sur le thème du vampire, donc si vous aimez les vampires, je vous conseille de lire la saga des vampires d'Anne Rice, mais c'est une saga, du coup, empreinte, du coup, on va dire, de romantisme exacerbé. On va dire que ça définit déjà un petit peu ce qui va arriver au mythe du vampire, pas en bien forcément, avec la saga Twilight au début des années 2000, dans la première décennie des années 2000. Donc du coup, en 94, on a ce entretien avec un vampire qui amène, on va dire, une lecture autre sur le thème du vampire, et qui était la bienvenue. Et du coup, très tôt, 2 ans après, c'est le tandem Robert Rodriguez-Quentin Tarantino qui, avec Une nuit en enfer, nous amène une autre vision du vampire, donc plus rock'n'roll, plus Grindhouse, donc en mode série B hommage, on y mélange tout hein, à l'intérieur, on y fait un gros hommage au film de Zomblard italien, et on va dire que la figure du vampire est passée à la moulinette, on va dire référentielle de la série B, et du coup on se retrouve un an et demi après avec cette proposition de John Carpenter. En parallèle de ça, sur les écrans de télévision, on s'abreuve déjà de vampires via la série à succès de Joss Whedon qui est Buffy contre les vampires. Donc voilà, là on vient de recadrer, donc ce mythe du vampire dans les années 90, il a été renouvelé. On l'a mélangé à différentes sauces, au teen movie, au référentiel comme je viens de le citer, au romantisme. Donc on bouffe du vampire dans les années 90. Ce qu'il faut savoir aussi avec le thème du vampirisme, c'est que on peut le comparer à cette autre figure du bestiaire fantastique qui est le mort-vivant. C'est que le mythe du vampire s'est évolué en fait avec la décennie dans laquelle les réalisateurs qui vont s'adonner au genre s'inscrivent. Donc c'était une phrase très longue et très compliquée, mais je pense que vous m'avez compris là-dessus. Donc c'est-à-dire que le thème du vampire comme le thème du mort-vivant s'est évolué. Voilà, en fonction de son époque. Donc voilà. Donc on peut dire que même aujourd'hui, le thème du mort-vivant, voilà, la figure du mort-vivant est emblématique, omniprésente et cuisinée à toutes les sauces. Voilà, jusqu'à plus soif. Donc dans les années 90, le thème du vampire, lui, suit l'évolution, tant scénaristique, tant thématique que visuelle. Donc d'un côté, on aura du coup des effets spéciaux. Ça c'est aussi les années 90, donc les années 90 c'est l'intervention du CGI et les 3/4 du temps du mauvais CGI, donc notamment du morphing. Donc aujourd'hui revoir par exemple certains moments du Nuit en Enfer et revoir certains passages de Buffy, ouais, ça a pas survécu quoi. Ça a pas survécu cet effet de morphing, de passer. Alors le morphing c'est quoi? C'est de passer on va dire d'un visage sans effet spécial à un visage avec effet spécial, ou à une transformation par une espèce de fondu d'effet. Voilà, c'est ça le morphing. C'était dégueulasse. Voilà, et ça l'était moi à l'époque, ça me posait un problème, et là d'autant plus aujourd'hui, donc le morphing c'est dégueulasse, et j'ai envie de remercier John Carpenter, parce que lui à l'époque, il aurait pu saisir, il aurait pu s'adonner à ces effets visuels du coup peu coûteux, parce que voilà, le CGI, l'ordinateur amenait du coup une baisse des coûts. Il aurait pu s'y adonner, non, il a préféré opter pour des trucages à même le plateau, même si de temps en temps on décèle quelques effets, on va dire quelques raccourcis, mais globalement c'est fait à même le plateau. Donc j'en profite aussi pour faire un petit parallèle. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cela soit pour Une nuit en enfer ou par exemple le vampire de John Carpenter, ou tous les films à effet, tous les films de genre des années 90, c'est le même studio derrière, c'est le fameux KNB.
pour Grégory Nicotero, Ward Berger et Robert Kurtzman. Voilà, c'était le trio en charge, c'était la boîte qui tournait à plein régime en termes d'effets visuels et du coup la plus abordable aussi. C'est pour ça qu'on l'a retrouvée un petit peu partout dans les années 90. Donc on leur doit les effets visuels de tous les films marquants des années 90 et début 2000. Du coup, en parlant de ces films de vampires, il faut pas oublier aussi qu'au même moment, allez, à 6 mois près, on a le film de John Carpenter et on a une autre proposition à côté beaucoup plus moderne et qui est annonciatrice de ce qui se passera après avec l'avenue de la saga Matrix des Wachowski, qui est le Blade de Stephen Norrington. Donc c'est-à-dire qu'on a là aussi une autre proposition de chasseurs de vampires. Donc autant vous dire que dans cette période-là, je serais plus proche en fait d'un Blade ou d'un vampire de John Carpenter que par exemple d'un Entretien avec un vampire de Nate Jordan, même si je l'ai bouffé, voilà, jusqu'à plus soif, même si je l'ai vu, revu. Aujourd'hui, voilà, c'est pas un film que je vais me faire facilement, comme le Dracula de Coppola aussi. Voilà, on va dire que le repas qu'on me propose est peut-être un petit peu trop lourd, voilà, en termes de, on va dire, d'aliments, de goût, d'odeur et tout ce que vous voulez. Donc revenons un petit peu sur ce film-là, Vampire de John Carpenter, donc qui pour moi est un film qu'on peut se regarder l'été, parce que je vous cache pas qu'en ce moment il fait chaud et ça y traite de chaleur, de poussière et de sang. Donc ce Vampire-là de John Carpenter, c'est un budget assez cossu pour lui. Donc alors cossu, on sort d'un petit four par rapport au Los Angeles 2013, on reste quand même sur un budget de entre 18 et 20 millions de dollars à l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à un moyen budget, on va dire un 40 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un budget, on va dire, plus conséquent que par exemple un crawl d'Alexandre Aja. Voilà, je remets un petit peu en perspective les moyens. Donc c'est aussi une production John Carpenter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une production Storm King via sa femme Sandy King, voilà, ce qui est sa femme depuis quelques années, qui l'a accompagné, voilà, qui supervisait déjà un petit peu la rédaction des scripts depuis du coup Starman, ça il faut le savoir, voilà, elle était déjà dans le giron. Et il faut pas oublier que je rangerai ce John Carpenter aux côtés d'un James Cameron. C'est un peu un coquinou, voilà, sur les tournages. Il a multiplié les relations avec les actrices et du coup les productrices. Et forcément, après avoir été avec Adrienne Barbeau, Alan Hurd, eh ben, il est avec Sandy King. Donc j'ai envie de dire que John Carpenter joint l'utile à l'agréable. Donc c'est une production Storm King, comme l'était déjà en fait du coup l'antre de la folie, et comme le sera son film suivant qui est Ghost of Mars. Donc ce vampire arrive très très vite, donc c'est un tournage assez rapide et qui se fait très rapidement après Los Angeles 2013. J'ai envie de vous dire qu'il a appliqué l'adage de quand on tombe de cheval, ben, la meilleure solution c'est de remonter assez rapidement, donc c'est un petit peu ce qu'il applique. Et c'est la joie aussi de se dire, voilà, on a John Carpenter qui va se frotter au mythe du vampire. Et la question est, qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà. Qu'est-ce que va faire John Carpenter avec cette figure du mythe vampirique? Et bien du coup, il la traite pas tout à fait frontalement, mais plutôt de côté. C'est-à-dire qu'il décide de dire, voilà, ça fait des années qu'on n'arrête pas de me répéter que je fais des westerns, que mes films sont des westerns, et je me rends compte que mes films sont des westerns, et ben je vais faire un putain de film de western, et je vais remplacer en fait les Indiens par les vampires. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que lui, le western auquel il fait référence, c'est les westerns américains et pas les westerns italiens. Attention, pas le western spaghetti. On est réellement dans un western américain de type Howard Hawks. Donc avec clairement les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Même s'ils travaillent un petit peu la frontière entre les deux, on est typiquement là-dedans. Donc c'est un western, ça se déroule, ça se passe au Nouveau-Mexique, donc c'est le décor du western. Ce sont des chasseurs de primes qui doivent traquer des vampires
pour le Vatican. Donc on est typiquement dans la logique de mercenaires. Donc on renvoie directement aux 7 mercenaires, donc ça c'est affiché clairement. On fait aussi un lien parce que John Carpenter aime beaucoup Sam Peckinpah, c'est aussi du coup une référence à la Horde sauvage. Donc on a vraiment, voilà, ça en a l'odeur, ça y ressemble, ça en a le goût, on est dans le western. Mais dans le néo-western, parce que en lieu et place des Indiens, nous avons quoi ? Ben, nous avons des vampires. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, et même quand à la revoyure, donc dans cette vérif, ce que j'aime beaucoup dans le travail que fait John Carpenter au niveau de la figure vampirique, c'est qu'il la traite telle qu'elle est à l'origine dans le roman de Stoker, c'est-à-dire une créature de la nuit. Un enfant du diable, un démon, donc c'est-à-dire une créature. Et ça c'est important le terme créature. On n'est pas dans un côté romantique. Voilà, il n'y a pas du tout de romantisme là-dedans. C'est-à-dire que c'est une saloperie venue de l'enfer, et le but de son personnage principal incarné avec Maestra par James Woods, c'est-à-dire le personnage de Jack Crow, c'est de la renvoyer en enfer. Le but est simple, c'est un film de traque. Donc globalement, voilà l'idée de départ de John Carpenter, c'est-à-dire que il se dit ok, je vais transposer en fait cette figure du vampire dans un décorum de western, et mon Van Helsing, ça sera un cow-boy. Voilà, donc son Abraham Van Helsing, son James Woods, ça sera un putain de cow-boy. Voilà, avec des mercenaires, sans foi ni loi, qui font ce travail-là pour l'argent. Voilà, donc on est vraiment dans ce décorum de western, et cette figure du mal, cette créature est traitée telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est une incarnation du mal, basta. On n'est pas dans des remises en cause, dans des remises en question, de se dire mais ça a été un humain avant, mais est-ce qu'il peut être amour ? On en a rien à foutre. Le but c'est l'extermination. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, parce que ça revient en fait aux origines de cette figure du mal. Donc c'est-à-dire aux origines du loup-garou, aux origines du mythe de vampire. On n'est pas dans Twilight, bordel de merde. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous en avez marre à l'heure actuelle de cette espèce de romantisme exacerbé jusqu'à plus soif sur le vampire, revenez aux sources et matez-vous Vampire John Carpenter. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup, le pitch est ultra simple, donc c'est ce que je vous ai exposé tout à l'heure. Une bande de mercenaires à la solde du Vatican qui est à la recherche, en fait, qui élimine, voilà, qui nettoie un petit peu chaque coin du globe, parce qu'il y a différentes équipes. Là, on est sur une équipe américaine qui va nettoyer un petit peu chaque recoin de la planète pour le Vatican, voilà, pour éradiquer ces vampires-là. Et ben là, cette équipe de mercenaires menée par le charismatique Jack Crow, ben, elle tombe sur un hic, voilà, hop, elle tombe sur un os, c'est-à-dire que elle se retrouve nez à nez face à un vampire d'une puissance qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à présent. Et la problématique qui arrive, c'est que ce vampire-là a l'air de connaître Jack Crow. Voilà. Donc ici, même si c'est un film qui maintenant a pas loin de 22 ans, le but c'est pas de vous spoiler la suite parce qu'il n'y a pas énormément de rebondissements, donc on va pas dévoiler énormément de choses. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que Vampire, c'est l'occasion aussi de voir un nouvel alter ego du cinéaste en la personne de Jack Crow. Donc ce qu'il faut savoir avec John Carpenter, c'est que sa marque de fabrique, hormis la musique au synthé, hormis le cinémascope, c'est aussi la figure de l'anti-héros. Et Vampire, c'est l'occasion de trouver un pendant au Napoléon Wilson de Assaut sur le Central 13, au Snake Plissken de New York 97, au John Nada de Invasion Los Angeles. C'est un nouveau pendant du cinéaste en la personne de Jack Crow, incarné par James Woods. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un anti-héros. C'est-à-dire que quand vous le voyez à l'œuvre, alors il va vous amener de la sympathie par certaines punchlines, parce qu'il est charismatique, parce que c'est en quelque sorte le mal alpha, mais son côté misogyne, son côté prends l'argent et tire-toi, n'en fait pas un personnage sympathique. Voilà. Donc on est clairement sur un anti-héros. Et c'est ça aussi la force du cinéma de John Carpenter, c'est vous faire apprécier ces figures
pas totalement lisse. Voilà. On est face à un maverick, un outlaw, un hors-la-loi, parce que c'est un hors-la-loi. Donc c'est-à-dire qu'il travaille du coup en sous-main dans les bas-fonds pour le Vatican. C'est-à-dire que le Vatican ne veut pas se salir les mains, donc on va prendre un chien fou, une bête sauvage, pour aller traquer une autre bête sauvage. Et c'est là où le propos du film est intéressant, c'est que c'est un film de traque. Voilà. Ça fait écho aussi à ce qu'on peut trouver de meilleur dans le polar. C'est-à-dire que ce qui est bien dans un bon polar, par exemple dans le Hit de Michael Mann, c'est que le flic et le voyou ne sont pas si éloignés que ça. Et que pour attraper un voyou de haut vol, il faut un flic qui sache franchir la barrière. Donc au final, le traqué et le tracker ne sont pas si éloignés que ça. Voilà. Le bien et le mal n'est qu'une question de point de vue. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce propos qu'amène le vampire John Carpenter. Donc, du coup, cette figure de l'anti-héros est incarné avec Maestra par James Woods. Alors James Woods, on l'a déjà vu dans le genre, c'est un acteur emblématique du genre. On l'a déjà vu dans le Vidéodrome de David Cronenberg. Donc, vous l'avez déjà vu dans différentes comédies, dans différents seconds rôles. Il était aussi face à Michael J. Fox dans La Manière Forte. Donc, c'est aussi un acteur qu'on peut retrouver dans le cinéma indépendant ou dans le cinéma hollywoodien, on va dire, oscarisable, tel que le Casino de Martin Scorsese. On le retrouve aussi chez Larry Clark dans Another Day in Paradise. Donc, James Woods, c'est une gueule. Voilà, avant tout, c'est une gueule. C'est vrai que dans un rôle de chasseur de vampires, c'est pas le personnage le musculeux, voilà. Mais c'est une gueule, c'est un vrai dur à cuire. Voilà, donc et là James Woods il amène tout son savoir-faire en fait, toute la badass attitude que nécessite en fait du coup le personnage. Alors ce qui est très drôle c'est que c'est un film aussi à regarder en VF, voilà, ça je vous le conseille. Donc c'est à dire qu'on est encore sur ce film là sur une VF aux petits oignons, et je me rappelle encore la phrase de mon père quand je lui avais fait voir le film qui me dit mais c'est la voix d'Yves-Régnier. Ouais, c'est la voix du commissaire Moulin. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Yves-Régnier, il y met un peu de lui-même sur ce doublage-là. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille en VF. Donc du coup, au niveau du casting, on a d'un côté James Woods, de l'autre, vous avez dans l'un des mercenaires qui survit, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette horde sauvage, ça dure 20 minutes à peu près dans le film. Donc Carpenter évacue très rapidement en fait le film de groupe. Voilà, comme on peut le voir par exemple aujourd'hui dans un Six Underground, etc. Donc il évacue au bout de 20 minutes cette horde sauvage pour ne garder que la substantifique moelle épinière de son propos, c'est-à-dire Jack Crow, le personnage de Montoya incarné par Daniel Baldwin, le personnage de Katrina incarné par Cheryl Lee, et le personnage du père du padre incarné par Tim Guiney face à la figure emblématique du mal incarné par Thomas Ian Griffiths via ce vampire ancestral répondant au nom de Valek. Donc voilà, il expédie assez rapidement le propos initial au bout de 20 minutes. C'est un choix, c'est un risque. Voilà, c'est un petit peu le même risque que peut prendre par exemple William Friedkin en tuant le personnage de William Peterson dans Police fédérale Los Angeles. Voilà. Ce sont des choix et c'est un choix qui est valable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette idée de transposer le mythe du vampire, on va dire dans un contexte de western, c'est pas une idée originale de John Carpenter. Donc ça avait déjà été fait du coup en 1987, j'ai teasé un petit peu cette vérif là via le Haut Frontière de l'Aube, le Near Dark de Catherine Bigelow. Donc, et c'est un film qu'il avait aussi en tête quand il a fait son vampire. Voilà. Carpenter aime beaucoup le Near Dark de Catherine Bigelow, et c'est pas non plus une idée originale aussi parce que John Carpenter se sert aussi d'une base littéraire. C'est-à-dire que Vampire, c'est aussi une adaptation non fidèle, pour le coup, d'un roman du même nom de John Stickley. Voilà. Moi, j'avais fait la démarche d'acheter et de lire ce bouquin-là à l'époque, et oui, le bouquin est clairement, on va dire,
se concentre vraiment sur le groupe de mercenaires. John Carpenter, lui, l'évacue. Faut pas oublier aussi que John Carpenter, il est un petit peu comme les personnages qu'il dépeint. C'est-à-dire que le fait d'adapter ce roman-là, ça lui permet d'avoir une assise aussi pour avoir un budget, quelque part. Donc je pense qu'il a pris ce qui était valable et il a dégagé ce qui n'était pas. Faut savoir aussi que sur cette adaptation du roman de John Sinclair, il y avait déjà quelqu'un au départ. Il y avait Russell Mulcahy. Et dans le rôle principal était prévu Patrick Swayze aussi, ça faut le savoir. Ce qui faisait beaucoup rire John Carpenter dans les interviews de l'époque. Voilà, je me rappelle qu'il disait que Dirty Dancing chez les vampires, voilà, pour lui ça le faisait pas. Moi je pense que ça aurait pu être une proposition intéressante. Faut pas oublier que Patrick Swayze c'est pas que Dirty Dancing, c'est Point Break. C'est Roadhouse. Donc John, je pense que tu n'écouteras jamais ce podcast, mais ça aurait pu être valable. Sachant quand même que tu as produit une suite qui s'appelle Vampire Los Muertos et que le rôle principal c'est John Bon Jovi. Voilà, donc tu rigoles d'un choix de casting. Je pense pas que le choix de casting de la suite de ton film soit un bon choix. Peut-être un miscast. Mais bon, refermons cette parenthèse-là. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas une idée originale à la base de John Carpenter. Par contre, ce qu'il en fait, lui, ça c'est original. Donc ce film-là, si on devait le résumer en 2 mots, je dirais de la poussière et du sang. Parce que c'est clairement ça en fait. En filigrane de ce film-là, on y sent aussi un hommage à l'œuvre de Bram Stoker. Donc ce qu'il faut savoir dans ce film là, c'est que le personnage de Jack Crow est misogyne. Alors il est très sexué mais il est misogyne et il est en opposition face au personnage de la fille de joie, pour parler gentiment, incarnée par Sheryl Lee, voilà, et qui se retrouve après une morsure de Valek en lien avec le maître vampire et du coup Jack Crow va garder la fille pour pouvoir traquer en fait le maître vampire. Donc on voit vraiment que la femme est instrumentalisée. Il y aurait pu y avoir, vous le verrez au début du film, il y a une phase de séduction au départ entre le personnage de Katrina et le personnage de Jack Crow dans le motel, mais c'est plus fonctionnel qu'autre chose. Voilà, c'est plus animal. Et c'est ce qui est intéressant dans le traitement de John Carpenter par rapport à cette figure du vampire, c'est qu'il n'oublie pas de traiter de cette sexualisation parce que le personnage du vampire est sexué. Voilà. On parle quand même d'un personnage qui vous plante ses crocs dans la jugulaire pour boire du sang. Il y a de l'échange de fluide, donc c'est un personnage sexué. Il y a ces notions phalliques avec les dents qui pénètrent à l'intérieur du corps. Donc on est sur un personnage sexué et il n'oublie pas de sexuer ses personnages. Voilà. Donc Jack Crow est un personnage sexué mais misogyne, donc c'est-à-dire qu'il va traiter la femme comme un objet, comme un outil qui va lui servir à quelque chose et quand elle ne lui sert plus à rien, il le dit clairement dans le film, il peut la tuer ou la dégager. Alors qu'à l'inverse, et c'est ça qui est intéressant aussi en le revoyant, c'est qu'il y a un sous-texte homosexuel entre le personnage du padré, qui est le second padré dans le film, qui est interprété par Tim Guiney, qui bizarrement est présent dans un autre film de vampire quasiment la même année, qui est présent aussi dans Blade, dans le premier Blade. Et donc il y a une relation en fait quasi sadomasochiste entre Jack Crow et le padré, et qui est assez intéressante. Voilà. C'était pas forcément nécessaire, mais je trouve intéressant que John Carpenter l'ait amené. Ça amène une autre lecture sur le personnage de Jack Crow, qui était une sorte de mal alpha sevré à l'ultra-violence et qui peut-être n'avoue pas son penchant pour la jante masculine. Donc voilà, donc c'est un petit sous-texte intéressant. De l'autre côté, du coup, on aura une romance qui va s'installer entre le personnage de Montoya, qui est le second de Jack Crow, qui est un petit peu l'homme de main, le brother-in-law, le poteau. Il va y avoir une romance qui va s'installer entre le personnage de Montoya et de Katrina, qu'on pourrait voir. On pourrait voir Katrina comme une sorte de Mina Harker moderne et Montoya comme une sorte de Jonathan Harker. C'est
clairement affiché. Katrina peut être aussi vue comme Renfield, quelque part. Je fais un lien face à l'esclave, du coup, de Vlad Tepes, donc Dracula, dans le roman de Bram Stoker. Donc il joue un petit peu avec ses références littéraires pour un peu complexifier le propos. Tout ça, toujours, se retrouve dans un film qui dure 1h48, matinée de fusillade et de plans iconiques ras la gueule. Voilà. Donc on a des petites touches, des petites choses qui sont amenées par John Carpenter au fur et à mesure du propos et qui font de Vampire une proposition unique par rapport du coup au mythe vampirique. Voilà. On peut dire que John Carpenter amène une pierre angulaire sur le mythe du vampire, mais sa pierre à lui, c'est-à-dire via le western. Et je pense que dans la vie, si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je pense que Carpenter n'aurait pas pu, ça c'est mon avis personnel, offrir ce qu'a offert Coppola en adaptant le Dracula de Stoker. Je pense que Carpenter a besoin d'y amener du western, a besoin d'y amener du anti-héros, a besoin d'amener des choses qui lui sont propres à l'intérieur. Et du coup, je pense que ce vampire-là, cette base de roman de John Sinclair, était le matériau propice pour lui permettre de se frotter au mythe du vampire. On a parlé de la performance de James Woods en Jack Crow, de ce qui symbolisait pour le réalisateur, les sous-textes que John Carpenter pouvait amener au travers de ce personnage-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le reste du casting, amène d'autres choses. On a cette relation amoureuse qui s'installe au fur et à mesure entre le personnage de Montoya, incarné par Daniel Baldwin, et le personnage de Katrina, incarné par Cheryl Lee. Alors, Daniel Baldwin, oui, c'est l'un des frères Baldwin. Voilà. Et comme d'habitude, chez les frères Baldwin, on a l'impression que l'ADN est similaire. Alors, on va dire en termes de visuel, oui, ils se ressemblent tous. Voilà. Donc ils se ressemblent tous, ils ont tous la même tronche. Et Daniel Baldwin, à l'époque, c'est l'équivalent de Alec Baldwin d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est Alec Baldwin avec 50 kilos de plus. Voilà, c'est le même, mais avec 50 kilos. C'est pas un grand acteur, mais du coup, on va reconnaître aussi cette force-là à John Carpenter, c'est qu'il sait diriger les acteurs peut-être les moins... pas les plus compétents du monde, mais il sait en tirer le meilleur. C'est ce qu'il a déjà fait en offrant un rôle au catcheur Roddy Piper pour le personnage de John Dada dans Invasion Los Angeles. Donc John Carpenter a cette force-là et il sait exploiter au mieux en fait les défaillances du jeu de Daniel Baldwin. Et du coup, face à lui, il lui met l'égérie de David Lynch, c'est-à-dire Laura Palmer de Twin Peaks, c'est-à-dire Cheryl Lee. Cheryl Lee n'a pas eu une grande carrière non plus. Elle finira de payer son loyer dans la série Teenager, les frères Scott, c'est-à-dire One Tree Hill. Du coup, mais cette relation entre Katrina et Montoya peut être mis en opposition à cette autre relation, cette autre bromance qu'il y a entre Jack Crow et le personnage du padre Adam Guiteo, incarné par Tim Guiney. Donc voilà, c'est intéressant. Moi je trouve que ce compromis-là, ces choses-là qu'amène John Carpenter en filigrane nourrissent un petit peu le propos du film. Voilà. Et en fond, on va dire à la revoyure, quelque chose d'intéressant. Voilà. On peut encore aujourd'hui, je crois que ça doit être la 20e fois que je le vois, on peut encore y trouver de nouvelles choses à l'intérieur. Au niveau des figures du mal, sans trop spoiler, déjà... c'est peut-être le bémol de ce film-là. Même si les maquillages sont au diapason, parce que ce sont des effets spéciaux réalisés à même le plateau, ça fait du bien aussi. Oui, le personnage de Valek, c'est une figure du mal qui doit avoir 4 lignes de dialogue, et il est très mal joué par Thomas Ian Griffiths. Voilà. Thomas Ian Griffiths, acteur de 1m97, voilà, donc un acteur très très grand, imposant, mais pas par son jeu d'acteur. Et qu'on peut retrouver dans les tréfonds des séries Z d'action de la fin des années 90 et première décennie des années 2000.
De l'autre côté, on a aussi cette figure du Vatican, voilà, cet autre prêtre, alors grand prêtre, hein, on va dire dans la hiérarchie catholique, incarné par Maximilien Schell, qui est un acteur qui a du bagage, hein, qui vient de chez Sam Peckinpah. Je pense que c'est pas un hasard, hein, et déjà au générique de Croix de Fer de Peckinpah, et qu'on avait vu aussi dans la 9e prophétie, et qui amène son quota de Z. Voilà, il y a un moment de la gêne un peu dans le dernier tiers du film, où il est cadré très très près et il sourit. Alors, et en plus, le doublage français n'arrange pas les choses. Voilà, Maximilien Schell, c'est un peu le point faible de ce film-là. Mais bon, ça reste quand même acceptable, hein, parce que ça occupe pas non plus l'écran pendant 1h48, c'est sur les 1h48 du métrage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ce Maximilien Schell, cet acteur, va permettre aussi, via son incarnation d'une des pontes du Vatican, de livrer aussi, et c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma de John Carpenter, c'est qu'il y a toujours, ces personnages sont des alter ego du réalisateur, et il livre sa manière de penser, et John Carpenter s'en est jamais caché dans différentes interviews. Il s'est toujours méfié du côté ostentatoire que peut avoir l'Église catholique. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un catholique méthodiste, ce qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut voir dans le côté ostentatoire du catholicisme, et il va le dénoncer, il s'en méfie, comme il se méfie de toutes les autorités, et c'est pas pour rien aussi qu'il y a une sorte de petit complot au niveau de cette hiérarchie au sein du Vatican. Donc du coup, on est, quoi qu'on en dise, dans du Carpenter pur jus, voilà. Donc une incarnation, encore une fois, d'un des alter ego, d'un de ces mavericks qui affectionne particulièrement le réalisateur au travers du personnage de Jack Crow. Un Jack Crow qui fait plaisir à voir. Moi, à la revoyure, ça me fait toujours plaisir de voir un acteur, un personnage cogner un prêtre avec un combiné de téléphone. C'est de la punchline à foison et bien vulgaire grâce au doublage français de Yves Régnier, mais en VO, c'est du même acabit. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous jeter sur ce film-là dans cette période estivale. Voilà, ça fait du bien aussi de se voir un bon néo-western avec des vampires, un bon actionneur. C'est un film de traque, je le rappelle, et on est aussi sur une fin de carrière de John Carpenter. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, on ne le savait pas à l'époque. Voilà, ce réalisateur s'est arrêté trop tôt. Voilà, à mon goût, je ne savais pas en allant voir du coup Vampire et 2 ans après Ghost of Mars que c'était son chant du cygne, mais en même temps j'ai envie de vous dire il s'est arrêté au sommet, voilà. Pour moi, il s'est arrêté au sommet. Oui, je ne parle pas de The Ward, oui, parce que pour moi, voilà, ça reste un film de commande. C'est largement plus fréquentable et valable que certains films voilà, qui ont la hype par les temps qui courent, mais bon voilà, pour moi sa carrière s'arrête du coup après, juste avec Ghost of Mars. Alors souvent j'aime bien conclure la vérif avec des questionnements. Que reste-t-il de Vampire aujourd'hui ? On peut pas dire que Vampire est une grosse influence dans les cinéastes d'aujourd'hui. Voilà, on peut pas le dire. Non, il n'y a pas de cinéaste aujourd'hui qui disent tiens, j'ai fait ce film-là en hommage au Vampire de John Carpenter, ou du moins c'est passé sous mon radar. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a connu 2 suites. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc 2 suites en DTV, parce que bah oui, fin des années 90, le DTV est encore existant. Et oui, il y a un côté chez John Carpenter aussi que je ne cautionne pas forcément, mais il faut bien payer son loyer. C'est qu'il a un côté aussi prolo et j'ai besoin de faire rentrer de l'argent, donc il sait exploiter ses franchises. C'est pour ça aussi qu'il est producteur de certains remakes de ses films merdiques. Voilà, donc pas ses films à lui, hein. Les remakes sont merdiques, hein, comprenez bien ça.
C'est pour ça qu'on le retrouve souvent à la production de séquelles et de remakes, parce qu'il s'en cache pas. Ouais, ça lui permet de prendre de l'argent. Et en même temps, est-ce qu'on peut le blâmer de ça? Puisque contrairement à Besson, il ne met pas son nom derrière, c'est-à-dire qu'il n'est pas au scénario, il est juste à la prod, histoire de... il ne s'en cache pas. Donc voilà, avec sa société Storm King, il produit rapidement une première séquelle. Alors, c'est pas une séquelle dans les règles de l'art, hein. C'est une autre équipe, un autre personnage, c'est dans le même univers, qui est Vampire Los Muertos, et à ce moment-là, il fait appel à son compatriote et comparse de toujours, qui est Tommy Lee Wallace, déjà réalisateur de séquelles de DTV ou non, de ses franchises les plus connues, c'est-à-dire du Halloween, par exemple, déjà. Voilà, donc le Halloween 3 qui est d'ailleurs quand même très fréquentable, et je vous conseille de le regarder, est disponible dans une version restaurée et collector chez Le Chat qui Fume. On en profite pour replacer du support physique. Donc voilà, ce Vampire Los Muertos, c'est signé Tommy Lee Wallace. Je m'étais extasié à l'époque. C'était en 2002, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, voilà, c'était un inédit et ça permettait d'alimenter 7ème Dimension, le magazine papier, en inédit sur ce DTV-là. C'est un DTV honnête. Ça n'a pas le même budget, c'est divisé par 2. Il y a une erreur de casting principale. Alors John Bon Jovi, des fois il fait le taf, mais bon voilà, là j'en ai regardé, pour pas vous cacher, hier soir, je donne un peu de temporalité, j'ai regardé les 15 premières minutes, et dans les 15 premières minutes, en fait, Tommy Lee Wallace, il fait tout le contraire de ce qui était bien, de ce que faisait John Carpenter dans les 15 premières minutes du premier Vampire. Ça tient la route, il y a du gore, bon, j'ai envie de vous dire, ça vous permet de prolonger, voyez-le comme un bonus par rapport au film d'origine. Et comme je le disais à un de nos fidèles auditeurs et internautes sur la page Facebook officielle de 7ème Dimension, il y a aussi un Vampire 3. Et oui, voilà, avec un sous-titre à la con du genre L'Héritage, qui est une coproduction Storm King et qui n'a aucun lien avec le film d'origine. Voilà. C'est voilà, on prend de l'argent, on y met le nom de la franchise, donc et celui-là, honnêtement, je ne sais même pas si je l'ai vu. Je crois l'avoir vu, et j'ai peut-être pas envie de vérifier si je l'ai vu, tellement ça sent pas bon à distance. Du coup, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce film-là de John Carpenter. John Carpenter, vous pouvez prendre sa filmo dans n'importe quel sens. Tout est bon, voilà, je vous le dis, tout est bon, même les aventures d'un homme invisible avec Chevy Chase, c'est bon, voilà, avec le temps, c'est bon. Donc, jetez-vous, ruez-vous sur ce Vampire de John Carpenter qui est disponible, du coup, pas très très cher, dans un bon Master HD chez M6 Vidéo, et ce Master HD reprend les bonus de mon Digipack DVD qui était édité par Film Office à l'époque, qui me manque, et dont j'ai dû me séparer parce que les galettes se sont altérées avec le temps. Voilà. Donc ça, ça arrive pas souvent, mais c'est un gros problème. J'étais très triste parce que j'aimais beaucoup le Digipack, mais l'édition Blu-ray d'M6 Vidéo reprend les mêmes bonus, c'est-à-dire un commentaire audio de John Carpenter, et sachez que tous les commentaires audio de John Carpenter sont intéressants. Je vous conseille d'ailleurs le commentaire audio qu'il fait avec Kurt Russell pour l'édition disponible en Blu-ray des aventures de Jack Burton. Voilà, un super commentaire audio en mode what the fuck qui est voilà, je vous conseille de l'écouter. Donc ce Blu-ray M6 Vidéo donc reprend le commentaire audio, le portrait du réalisateur qui a été fait pour une chaîne cinéma américaine, donc voilà, portrait classique, voilà, genre en mode nos réalisateurs américains, un bon 50 minutes qui pour certains vous permettra de combler les lacunes sur John Carpenter, et une petite interview et la bande-annonce. Donc voilà, ça en fait une galette honnête qui doit coûter, allez, sur Amazon, pas loin de 10 boules, donc je pense que quand même ça reste un bon investissement. Et si vous avez envie de prolonger
le plaisir sur John Carpenter, je ne saurais trop vous conseiller le premier hors-série réalisateur édité par Mad Movies à l'époque, ou même le Rockyrama spécial John Carpenter. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour les copains. Donc voilà, cette 7e vérif touche à sa fin. Voilà, 7e dimension, on revient aux affaires au mois de juillet, et comme d'habitude, n'oubliez pas, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.